Bonjour à tous, bienvenue sur Cinémelon. Aujourd'hui je serai seul, vous n'aurez droit qu'à Daniel Conversano. Comme vous le savez, si vous nous suivez depuis un certain temps, toute la fine équipe, Arnaud s'est installé en Hongrie depuis un petit moment. Et comme ma passion pour le cinéma est quand même dévorante, je me suis dit que j'allais lui faire des infidélités et faire quelques cinémelons sans lui pour vous présenter des films qui me tiennent à cœur. Certains m'ont demandé si j'allais également parler de films que je trouve de mauvaise qualité, afin de les critiquer, faire un peu du bashing, du pamphlet contre certains navets. Alors, pourquoi pas, je suis pas fermé à l'idée, mais on va dire, on met déjà tellement de bile et tellement de juste haine, je dirais, dans nos podcasts politiques, que j'ai envie, lorsque je parle d'art, de culture et de cinéma, plutôt d'être dans le positif et de vous parler des œuvres que j'admire et qui m'ont fait du bien. Voilà, donc je suis plutôt parti dans cette logique-là. Alors on va commencer cette série là de cinémelon tout seul, avec donc évidemment, bon, j'aurai pas la contradiction, ce sera pas un dialogue, donc ce sera plus une présentation, un exposé que je dirais qu'une critique ou qu'une analyse. Mais je vous encourage vraiment à voir le film dont je vais vous parler à l'instant même, qui s'appelle Quand passent les cigognes. C'est un très beau titre. Alors c'est un film russe. Pour tout dire et pour être exact, c'est un film soviétique, parce qu'il a été réalisé lorsque l'URSS existait encore, réalisé par Mikhail Kalatodzov. Bon, j'écrirai dans la description son nom, qui est difficilement prononçable. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un film bouleversant, qui compte parmi les plus beaux peut-être que j'ai pu voir. Pour résumer simplement ce dont il s'agit, c'est une histoire d'amour sur fond de guerre mondiale. Donc ça raconte la tragédie d'une jeune fille et d'un jeune homme en Russie, à Moscou pour être exact, au moment de la guerre contre l'Allemagne nazie. Donc c'est raconté du point de vue des soviétiques. Alors c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, c'est à savoir. Et ce film a par ailleurs obtenu la Palme d'Or l'année qui a suivi sa production. Donc le film date de 1957 et en 1958 le film a obtenu la Palme d'Or. C'était l'époque où les films qui obtenaient la Palme avaient un réel intérêt. Voilà, c'était ce temps où les récompenses avaient un sens bien précis. Et tout simplement, les récompenses allaient à des films qui restent dans la mémoire. Alors on va parler du film que je vais vous raconter finalement, du début à la fin, et ça me donnera l'occasion de m'attarder sur certaines scènes majeures qui sont marquantes et qui sont vraiment très très émouvantes. Donc je répète, on le dit à chaque émission, à chaque cinémelon, mais si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille très fortement de le voir avant d'écouter la critique qui va suivre, parce que je vais révéler des pans entiers de l'intrigue. Vous pouvez le trouver assez facilement sur ce site que tout le monde connaît, qui est T411. Je sais que c'est très difficile d'avoir un ratio positif sur ce fichu site, mais enfin vous pouvez recréer des comptes, spécialement pour télécharger ce film-là qui est merveilleux. Je sais très bien, même si moi je suis un cinéphage, que c'est jamais forcément évident de se mettre dans la rythmique d'un film qui date, on va dire, d'avant les années 80-70. Ces films-là ont un rythme bien particulier. En général, l'intrigue met du temps à s'installer et ça peut être tout simplement saoulant, osant le mot. C'est une démarche que de regarder des vieux films. C'est pas forcément quelque chose d'évident de prime abord. Et parfois on peut ressentir un ennui poli. Mais je tiens à dire que c'est absolument pas le cas avec ce film, qui est vraiment rempli de rebondissements. C'est-à-dire que même si vous ne l'aimez pas pour X raison, il se passe toujours quelque chose. C'est un film assez court, d'1h37, et ça passe très vite. Il y a beaucoup de climax en fait dans le film, de moments très importants où il y a des bouleversements d'intrigue. Ça c'est dit. Alors, le film s'ouvre sur une scène assez belle où on voit ces deux jeunes amants
se balader dans un Moscou de paix, donc ça se passe juste avant la guerre. Alors c'est marrant parce que le film commence un peu comme la fin d'un film de Chaplin, vous voyez. On voit ça me fait penser un peu à la fin des temps modernes. Voilà. On voit en fait le couple s'enfuir comme ça au loin, en gambadant un peu comme des adolescents. Et donc dans cette scène, on comprend il y a une jeune fille qui est amoureuse d'un jeune homme et que ils vont probablement bientôt se marier. Alors ce qui est assez amusant, c'est que ils essaient d'être discrets lorsqu'ils rentrent chez eux. On voit que c'est toute une époque, hein, c'est-à-dire ils se voient la nuit. Et donc, pour ne pas réveiller leurs parents et toute leur famille, on voit un peu la promiscuité, la pauvreté qu'il y a à l'époque. Les gens vivent à 7 dans un appartement assez petit. Donc, ils rentrent en catimini le soir pour se coucher et ne réveiller personne. Évidemment, tout le monde est déjà réveillé. Et en fait, on comprend assez vite que cet amour est accepté par les deux familles. Hein. Donc, il n'y a pas du tout de tragédie à ce niveau-là. La vraie tragédie qui va arriver, c'est la guerre. Donc c'est le vrai lancement de l'intrigue. Ça arrive au bout de 10 minutes de film. Par un poste de radio, on entend que la guerre est déclarée. Donc il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que ça correspond. L'année n'est pas précisée dans le corps du film, mais je suppose que ça correspond au moment où l'Allemagne s'est retournée contre l'URSS. Où en fait, l'alliance a été brisée et où la guerre contre l'Allemagne a commencé. Je vous l'ai dit, ça se passe à Moscou. Et donc, la question qui se pose très vite est la suivante: qui va partir à la guerre? Alors, au début, la jeune femme se dit que son amoureux sera exempté parce qu'il a des qualités artistiques, notamment. Apparemment, c'est un peintre, un dessinateur. Et vous savez qu'en temps de guerre, des gens peuvent être appelés à aller au front, et puis d'autres sont exemptés parce qu'ils ont certaines compétences. Alors là, ce qui se passe, c'est que dans la famille du mec, il y a lui et il y a son cousin qui est un grand pianiste. Donc lui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous le verrez si vous voyez les films, il est également amoureux de la même personne. Il est amoureux de la même fille. Et il lui dit de manière un petit peu cynique que lui, c'est sûr qu'il n'ira pas à la guerre parce que c'est un grand pianiste et que le régime veut épargner ce genre d'éléments. Vous comprenez ? Pour son cousin, ce sera plus compliqué. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que par patriotisme, l'amant de cette jeune fille décide de s'engager de lui-même. Vous voyez ? Là, c'est le premier c'est le premier point délicat du film. Elle ne comprend pas trop cette décision, mais finalement, elle accepte très vite. On voit vraiment chez les Russes, il y a une résignation au devoir qui est assez touchante. C'est-à-dire qu'elle est personnellement dérangée par le fait que, enfin, dérangée, c'est un mot bien faible. Elle est traumatisée par le départ de son homme, et en même temps, on voit très bien qu'elle l'accepte et qu'elle le comprend. Et du reste, c'est la même chose pour la famille du héros. C'est-à-dire que le père, on voit qu'il est très tracassé à l'idée que son fils parte, mais d'un autre côté, c'est la Russie qui est attaquée, c'est comme ça, c'est le devoir. Et donc en fait, dans une scène assez touchante, au moment où il se prépare pour partir, le jour de sa mobilisation, on voit que toute sa famille essaye de fêter son départ, hein, si on peut dire ça comme ça, ainsi que il y a une scène que je trouve très belle où des jeunes femmes qui travaillent à l'usine où travaille le héros viennent lui rendre visite. Elles font ça, je suppose, avec tout le personnel de l'usine, en leur donnant un petit baluchon avec de la bouffe, du vin, etc. Et un message du parti communiste pour encourager la personne à aller au front. Vous voyez ? Donc elles viennent à la maison, ces deux jeunes filles, pour dire: ah, camarade, machin, je me souviens plus du mot, vous allez à la guerre, tenez, ça c'est un cadeau de l'usine. Et elle leur donne un message, comme un message enregistré de la part du régime pour l'encourager à aller se battre. Donc il y a cette scène un peu festive qui est simplement gâchée par le fait que, pour une raison qui n'est pas trop expliquée dans le film, mais son amoureuse n'arrive pas à aller chez lui à temps. Vous voyez ? Donc ça, c'est
c'est la première tragédie. Les mélodrames sont souvent remplis de ce genre de rendez-vous manqués. Donc lui, il l'attend pour la saluer une dernière fois avant de partir à la guerre, et elle n'arrive pas. Au moment où il quitte la maison familiale, il y a un chassé-croisé, c'est-à-dire que lui commence à aller à l'endroit où il doit partir, d'où il doit partir, et en fait la fille arrive à ce moment-là chez elle, elle tombe sur la grand-mère lui dit tiens, elle est à tel endroit, vas-y vite avant qu'il avant qu'il déguerpisse. Elle se dépêche, elle aussi elle lui avait amené des petits cadeaux, elle avait des biscuits sur elle, et il y a cette scène assez touchante. Moi ce genre de frustration en fait ça m'énerve, c'est les rendez-vous manqués, ça a tendance à me, je sais pas, ça m'a un coup peut-être mon côté féminin, mais ça a tendance à m'émouvoir vachement. Donc il y a cette scène où tous les mecs qui se sont engagés dans l'armée sont sur le point de partir, ils défilent avec des chars, etc. Et à côté de ça, leur famille leur font un dernier au revoir. Et elle, en fait, elle essaye de le trouver au milieu de la foule. D'ailleurs, la scène est vraiment très belle. J'ai oublié de dire un truc sur le film, je fais une minuscule digression, c'est que vous serez surpris par la propreté technique et je dirais l'audace de mise en scène du film pour l'époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements d'appareil, même si vous n'êtes pas spécialiste du cinéma, constatez que la caméra bouge beaucoup, il y a énormément de grands mouvements et des plans extrêmement virtuoses. Et c'est le cas notamment dans cette scène. D'ailleurs, ce réalisateur, je fais une parenthèse dans ma parenthèse, Miral Kalatozov est connu vraiment pour être pour aimer les mouvements d'appareil et pour être un cinéaste très, très novateur. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous regardez des films des années 50-60, souvent les plans sont quand même très fixes. C'est du beau cinéma, mais c'est très convenu. Alors que là, il y a de l'audace, il y a de l'originalité, c'est un vrai auteur, quoi. C'est un vrai auteur de cinéma. Bref, donc dans cette scène, elle le cherche au milieu de la foule, et on peut imaginer quelle tension règne des deux côtés. Alors lui, il l'attend vraiment, il aimerait lui faire un dernier coucou avant de partir à la guerre. Elle, c'est la même chose. Et finalement, elle arrive à le voir au loin, elle lui crie Boris, Boris, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, et lui malheureusement ne l'entend pas. Donc il part en fait à la guerre le cœur serré parce qu'il n'arrive pas, lui n'arrive pas à la voir une dernière fois. Alors ensuite il y a une petite ellipse, une ellipse même importante on pourrait dire, et on se retrouve dans Moscou bombardé. Vous voyez, donc tout le monde est en état d'alerte. Constamment il y a des alertes à la bombe, et lorsqu'il y a des alertes à la bombe, eh bien les gens doivent se réfugier dans les métros. Alors là c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, dans le sens où enfin j'ai pas vécu la guerre, mais j'ai vécu les métros russes et ukrainiens. Alors si vous y allez, c'est très étonnant, vous verrez, ils sont extrêmement profonds. Lorsque vous prenez l'escalator pour arriver jusqu'à votre rame de métro, eh bien vous avez des escalators qui font, mais je sais pas, je dirais une énormité, 50, 100, 200 mètres. C'est extrêmement long. Je me souviens d'un escalator où j'avais compté entre le moment où on se pose dessus et le moment où on atterrit tout en bas, il faut quelque chose comme 2 minutes 30, vous voyez, parce que eh bien, quand les métros ont été créés là-bas, ils ont été pensés pour la guerre et pour être des abris anti-bombes. On voit l'utilité de ces métros très profonds dans le film. Alors la fille est toute seule évidemment, pendant que son amoureux Boris est au front. Et alors là, les malheurs s'enchaînent pour elle. Alors d'une part, elle n'a pas de nouvelles de Boris, mais ça c'est le cas pratiquement de toutes les familles dont un membre est parti à la guerre, parce que simplement il y a des problèmes de communication, les lettres n'arrivent pas. Vous imaginez un peu le bordel logistique. Cela dit, donc elle n'a pas de nouvelles de Boris. Et il y a une scène tragique où il y a une alerte à la bombe. Elle rentre chez elle récupérer quelques affaires, et ses parents, parce qu'elle habite chez ses parents, eh bien ses parents disent qu'ils vont la rejoindre dans le métro, mais qu'apparemment son père a quelque chose à finir, il a un travail à finir, et donc elle va se réfugier. Et lorsque l'alerte à la bombe est passée, elle rentre chez elle et elle se rend compte qu'il n'y a plus de chez elle. Son immeuble a été complètement déglingué, en particulier son appartement. Elle ouvre la porte, et c'est vraiment ce moment d'effroi où elle ouvre sa porte d'entrée, la porte d'entrée de son appartement et celui de ses parents, et en fait il n'y a plus rien, c'est le vide. Vous voyez, donc je ne pense pas que ce soit un suicide conscient de la part de ses parents. Simplement, quand on s'habitue peut-être à des bombardements quotidiens, on finit par se dire que la bombe ne tombera pas sur nous, et donc son père a été un peu léger, il s'est dit bon bah je descendrai dans 5 minutes
lorsque j'aurai fini mon boulot, finalement il est mort. Donc cette pauvre fille, elle se retrouve orpheline, et elle est recueillie par la famille de l'homme qu'elle aime, de Boris, qui est assez contente de pouvoir... c'est leur devoir, bien sûr, de s'occuper de cette orpheline en attendant le retour de leur fils. Donc là, on entre dans cette phase d'attente, parce que tout le film, finalement, est un film sur l'attente et sur le déchirement qui consiste à attendre les gens qu'on aime sans savoir s'ils sont encore vivants, s'ils pensent encore à nous, etc. Donc c'est un film assez sombre, mais en même temps assez beau, vous verrez, notamment sur la fin. Alors que se passe-t-il? Sur le front, on voit Boris qui en fait est avec ses camarades en train de marcher. Donc il y a des scènes un petit peu cocasses, on montre la camaraderie qui peut régner en ces temps-là. Il y a un type qui joue de l'harmonica, et ce type, lui, il voit la photo parce que Boris regarde la photo de sa jeune amante, et l'autre regarde la photo, lui dit mais tu ferais bien mieux de l'oublier parce que pendant qu'on est à la guerre, elle s'amuse, quoi. Ouais, donc il le taquine un peu, ils se foutent sur la gueule entre eux, enfin voilà, comme ce genre de scène que vous avez vu dans des tas de films de guerre, hein, rien de bien particulier, mais assez vite en fait Boris est tué. Et ce qui est terrible, c'est d'imaginer qu'ils vont attendre très très longtemps pour obtenir la nouvelle, et tout le film est là-dedans en fait. C'est-à-dire qu'elle a un mal fou à se reconstruire parce qu'elle ne sait pas s'il est vivant ou mort, alors que nous, en tant que spectateurs, on le sait. Et je pense que ça, c'est vraiment finalement, c'est pas très commun dans un film que le spectateur sache avec autant d'avance ce qui est arrivé à un personnage qu'un autre attend. Vous voyez, donc en l'occurrence la fille. Alors pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à Moscou? Bon, je pourrais raconter, ça n'a pas vraiment d'importance dans quelles circonstances est mort Boris. Il faisait une mission d'éclairage, justement avec le joueur d'harmonica dont je vous ai parlé, et il a pris une balle perdue. Et donc très très vite en fait, je sais pas combien de mois ça représente, mais au début de la guerre finalement il s'est fait dessouder, quoi. Alors pendant ce temps à Moscou, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'avais dit, le cousin de Boris, qui vivait sous le même toit avec la famille de Boris, et donc maintenant que cette jeune fille, dont j'ai oublié le prénom, mais qui est l'héroïne principale, et qui, vous verrez, est très charmante. Dès qu'on la voit, on en tombe immédiatement amoureux. Alors il y a une scène de bombardement, et donc on a ce cousin et la jeune femme qui se retrouvent dans la même pièce. Le mec est en train de jouer au piano, je vous l'ai dit, c'est un virtuose. Au moment où il y a cette alerte à la bombe, cette énième alerte à la bombe, comme dans une espèce de réflexe de suicide, d'abandon, elle décide de ne pas aller se réfugier dans le bunker. Et finalement, par amour pour elle, eh bien lui non plus n'y va pas. Et c'est une nouvelle fois une scène mémorable, c'est-à-dire un peu pour lutter contre l'absurdité de la guerre et la cruauté de ces bombes. En fait, ce mec se met à jouer au piano du plus fort qu'il peut, dans un acte un peu dérisoire et tragique. Et il est interrompu parce qu'à un moment donné, les fenêtres éclatent de l'appartement. Et donc là, la fille prend peur, elle a décidé de pas aller au bunker, mais enfin bon, elle a quand même eu la trouille quand la bombe est tombée pas loin. Donc elle se court se réfugier dans les bras de ce mec, et lui il voit un appel en quelque sorte, et là il la force un peu, il essaie de l'embrasser de force. Donc là elle essaye de se détacher parce qu'elle est toujours amoureuse de Boris, elle l'attend, il y a chez elle il n'y a aucune ambiguïté. Mais le cousin de Boris, il est fou amoureux d'elle, donc il la force un peu, et il finit par l'obtenir, c'est-à-dire il la poursuit, il lui explique qu'il l'aime, elle le frappe, mais il insiste, etc. Très résolu. Alors les critiques, certains critiques disent que finalement il a profité de ce moment-là de perdition, parce qu'à un moment donné elle s'évanouit en fait, à la fois par la peur des bombes et puis par la colère qui est la sienne parce qu'elle se fait draguer par l'autre. Elle s'évanouit, et alors il y a une ellipse et on prétend que le pianiste l'a violée. Bon, ce n'est pas montré, hein. Enfin, moi c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Je dirais simplement que par faiblesse, on va dire la faiblesse du chagrin de la fille, et lui, parce qu'il a été très insistant, elle a fini par céder. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit que, alors que Boris est sur le front et qu'il est mort, hein, ce qu'ils ignorent bien sûr, hein,
eh bien, elle épouse son cousin. Voilà, donc elle ne fait pas de gaieté de cœur, elle se laisse un peu aller. Je veux dire, ça participe un peu de cette résignation russe, qui est quelque chose à la fois ça peut paraître détestable par certains aspects, mais c'est également assez beau de cette manière, cette espèce de calme. On se résigne à accomplir son destin, quel qu'il soit. Alors ensuite, on pourrait dire que c'est la deuxième partie du film. Il quitte Moscou. Je crois savoir qu'il y a un moment de la guerre où, comme les Allemands se rapprochaient de la capitale, donc ils ont marché sur l'Ukraine, ensuite sur l'ouest de la Russie. Et donc un certain nombre de Russes sont allés se réfugier à l'est, en Sibérie, donc à l'est de la Russie. Alors là, la famille s'installe et ils s'occupent chacun des postes différents des blessés de guerre. Le père de Boris est médecin, semble-t-il. En tout cas, c'est lui qui est le directeur de l'hôpital. Et l'héroïne, la fiancée de Boris, qui maintenant donc est mariée à son cousin pianiste, là, eh bien, elle est bonne sœur et elle soigne également les blessés. Elle attend toujours une lettre de la part du front pour savoir ce qu'il en est de son premier amour. Cette lettre n'arrive jamais, donc ouais, cette attente vraiment c'est vraiment dilaté, c'est étiré. On se dit mais à quel moment elle va être délivrée, elle va savoir qu'il est mort. C'est assez terrible. Et on se rend compte que le couple qu'elle forme avec le cousin de Boris bat de l'aile et que tout simplement ils ne sont pas heureux. Elle s'est vraiment sentie forcée. Lui est content de l'avoir épousée, mais elle, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, tout ça est cristallisé par une répartie qu'elle a lorsque lui, rentrant à la maison, lui demande « Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as l'air sombre, tu n'as pas l'air dans ton assiette. » Et elle lui répond « Ce que tu peux faire pour moi, c'est faire que tu n'aies jamais existé. » Bon, c'est vraiment une genre de phrase forte qu'on n'a pas envie d'entendre de la part de son épouse, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle essaye un peu de lui échapper en toutes circonstances. Vous savez, on a tous vécu ça au moins une fois quand on est sous le même toit d'une personne qu'on n'aime pas ou qui nous aime plus que nous on l'aime, eh bien on cherche un peu à la fuir pour éviter le moment en fait où on va vraiment créer cette séparation. Et donc elle va s'occuper des blessés, elle y trouve un réconfort. On a l'impression que c'est à peu près le seul moment où elle arrive à oublier son Boris. Elle est d'un grand réconfort pour tous ces blessés, c'est une évidence. Ils ont peut-être pas vu une bonne femme depuis 3 ou 4 ans, et donc elle est elle recopie les lettres à leur place lorsqu'ils ont été amputés et qu'ils peuvent pas se servir dans leurs mains. Il y a des scènes assez touchantes où on voit qu'un mec a besoin d'aller aux toilettes et comme il peut pas se déplacer, elle doit lui amener le pot, mais comme il a honte de ça, donc il ose même pas lui demander. Donc voilà, c'est elle qui doit deviner qu'elle doit le mettre la bassine sous ses fesses. Enfin bon, j'en rigole, mais en fait c'est vraiment la tragédie de la guerre dans tout ce qu'elle a de plus horrible. Et ça culmine donc à la fin de cette scène où on voit un type qui est très mécontent. Il y a de la musique classique qui est mise à haut volume un peu pour calmer les soldats, mais il y a un type que ça a plutôt tendance à énerver. Et en fait donc elle va le voir, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis rappelé, en fait la fille s'appelle Véronica, enfin à la moitié du cinémelon le mec se rappelle du prénom de l'héroïne. Donc Véronica, elle va voir ce type, elle essaie de le réconforter, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, alors c'est un moment important, le mec, on comprend qu'en fait le mec qui est un blessé de guerre, on le découvre à peine, c'est pas quelqu'un d'important dans le film, mais cette scène est importante parce que le mec est triste et en colère parce que sa promise ne l'a pas attendu, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre pendant que lui était au front. Donc tous ses collègues compatissent avec lui, et là Véronica est touchée en plein cœur parce que ça la ramène à sa propre trahison. Elle ne sait pas elle-même si Boris est mort et pourtant elle s'est mariée avec son cousin. Et tout ça est augmenté par le fait que les soldats autour d'elle essaient de lui expliquer la situation de ce pauvre soldat qui a été abandonné de sa fiancée. Il y en a un qui lui dit ah là là, ces putes, donc en parlant des femmes, ces putes sont pires que les nazis, elles vous frappent en plein cœur. L'air de dire voilà, bon, c'est toutes les mêmes, toutes des salopes, on les quitte 5 minutes et elles vont voir le voisin, donc évidemment c'est un peu plus compliqué que ça, mais elle le prend, à ce moment-là elle le prend vraiment pour elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trahi Boris, c'est abject, surtout que dans la foulée, le père de Boris, qui est devenu un peu son protecteur, se ramène, je vous rappelle que c'est le directeur de cet hôpital de grands blessés, et donc il dit mais qu'est-ce que c'est que ce raffut, qu'est-ce qui se passe? Et là, eh bien, le soldat lui explique la même chose, et là en fait pour réconforter le soldat,
en oubliant peut-être que ça renvoie à l'histoire de Véronica et de son propre fils Boris, il dit aux soldats, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de cette femme? Qu'est-ce que t'en as à faire d'une femme qui préfère un mec planqué à l'arrière plutôt qu'un soldat qui sacrifie sa vie pour la patrie? Vous voyez? Donc il a probablement dit ça, bon là peut-être parce qu'il le pensait, mais surtout pour rassurer les soldats et le reste des troupes, en oubliant que dans la même pièce il y avait cette petite Véronica qui avait fait la même chose en préférant, je dirais, en tout cas en se laissant avoir par un planqué, c'est-à-dire un mec qui, parce qu'il avait des dons au piano, n'est pas allé faire la guerre, pendant que son Boris, lui, allait mettre les mains dans le cambouis. Et qu'il y est mort d'ailleurs, ce qu'elle ignore à ce moment-là. Donc on la voit partir, c'est vraiment un premier grand moment de pur désespoir. Elle part en courant et on comprend qu'elle elle veut se suicider, hein, elle veut se jeter sous un train, et à ce moment-là, il y a une espèce de coup du destin. Un petit enfant traverse la rue et elle voit que cet enfant va être sur le point de se faire écraser. Donc elle fonce vers lui pour essayer de le sauver, et ça lui fait oublier son projet suicidaire, je dirais. D'ailleurs, bon là c'est vraiment c'est une écriture scénaristique de base, mais ça fonctionne toujours. Il se trouve que le petit enfant s'appelle Boris. Vous me direz qu'à mon avis en Russie il ne doit pas y en avoir qu'un seul. Donc elle se retrouve un peu à travers ce gamin. Et elle rentre à la maison avec lui, avec un peu de joie dans le cœur. Et alors à ce moment-là, il y a encore une fois, décidément, il n'a rien pour lui là. Le mec qu'elle a pour mari, le cousin de Boris, en fait, lui, il est parti jouer du piano dans un club un petit peu obscur, où les planqués s'amusent pendant que les soldats sont sur le front. Et il avait embarqué avec lui, Dieu sait pourquoi d'ailleurs, c'est pas très bien expliqué, probablement parce qu'il est jaloux de ce Boris que Véronica aime encore. Il avait pris avec lui, pour le donner à quelqu'un d'autre, et pour s'en débarrasser, un petit écureuil en peluche qui appartenait à Véronica. Alors vous allez me dire c'est un détail, pourquoi tu me racontes tout ça Daniel, mais si vous avez vu le film, vous avez bien compris que c'était essentiel, parce que le petit sobriquet que Boris donnait à Véronica, par amour, vous savez qu'on a tous des mots pour appeler nos copains et nos copines, ma puce, mon biquet, ma choupie, etc. Et lui, Boris, il appelait Véronica son écureuil. Donc avant de partir à la guerre, il lui avait laissé un écureuil en peluche. Et donc, voilà, par jalousie, le nouveau mari de Véronica essaie de s'en débarrasser. Et ce qui est incroyable, c'est que 2, 3, 4 ans, c'est pas tellement combien d'années sont passées, alors même qu'elle avait cette peluche sur elle, qu'elle la regardait tous les soirs peut-être avant de dormir, enfin on peut imaginer à quel point c'était une encre émotionnelle à l'intérieur de chez elle qui lui rappelait Boris. Mais en fait elle n'avait pas vu que à l'intérieur de cet écureuil il y avait un petit panier, et dans ce petit panier il y avait des noix, et sous ces noix il y avait un mot qu'avait laissé Boris. Donc finalement presque à la fin du film on découvre un mot qu'avait laissé son amoureux. Et donc c'est un moment assez fort, parce qu'elle, depuis qu'il est parti à la guerre, à l'instant même elle l'a complètement perdu. Elle n'a plus aucune nouvelle de lui. À la suite de ça, elle a perdu ses enfants, ses parents, excusez-moi. Donc vraiment, sa vie a été anéantie. Et tout à coup, elle retrouve un mot qui a été écrit certes avant la guerre, mais qui a une puissance phénoménale, émotionnelle. Et donc, elle lit cette lettre. Elle commence à la lire dans sa tête, et tout à coup, la voix de Boris nous apparaît. Donc cette lettre est finalement assez classique. Il lui dit voilà, je t'aime, on va se retrouver après la guerre, etc. Mais il y a un moment qui est quand même notable, et qui moi m'a touché, c'est que le mec lui écrit je sais que ça te déplaît que j'ai à la guerre, etc., etc., mais on ne peut plus s'amuser au moment où la mort déferle sur notre terre. C'est-à-dire vraiment il y a là on sort un peu de la description même du film pour être un peu dans l'analyse. Moi ça a touché mon cœur nationaliste, parce que pour moi c'est vraiment la démonstration de ce qu'est le sens du devoir pour un homme. C'est-à-dire que c'est une tragédie individuelle parce qu'ils ont été séparés, il est mort assez vite, donc ils n'auront jamais leur bonheur de couple, mais en même temps, il était nécessaire qu'il le fasse pour son pays, la Russie, l'Union soviétique, mais surtout, ce qu'il dit, c'est qu'il n'aurait pas pu ne pas y aller. C'est-à-dire que en fait, ça désamorce un peu la tristesse qu'on peut avoir quant à sa mort, et parce on se dit, de toute façon, même s'il était resté à l'arrière, il aime tellement son pays,
ça le traumatise tellement que ce pays puisse être détruit qu'il ne pouvait pas ne pas se battre. Vous voyez. Et moi j'ai souvent cette sensation, toute proportion gardée bien sûr, parce qu'on n'est pas en guerre d'une manière déclarée. Parfois, vous savez, je sais pas, je suis en train de me divertir ou je suis à l'autre bout de l'Europe, loin des problèmes d'immigration qu'il y a en France et en Europe de l'Ouest. Je m'amuse avec des amis, je sors, je bois des coups, peu importe ce que je fais, mais enfin, je passe du bon temps. Vous savez, je suis quelqu'un d'optimiste, de rayonnant, d'heureux. Eh bien, des fois, j'ai cette tentation de me dire, bah, je vais mener une vie de jouissance et je vais oublier la politique. Et puis, tout à coup, ça me revient. Je sais pas, j'ai comme un flash. Je me rappelle je ne sais pas, n'importe quoi. Ça m'est arrivé la dernière fois que je suis allé en Hongrie. Je passais pendant 3, 4, 5 jours, j'ai pas pensé à la politique et à ce qui se passait en France. Et j'ai eu un flash, je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu. Voilà, je passais une super soirée avec Arnaud. Et je sais pas pourquoi, j'ai repensé à moi qui défilais en voiture en Seine-Saint-Denis lorsque je collais des affiches pour le Front National. Et je me suis rappelé cette Seine-Saint-Denis complètement envahie où il n'y a plus un seul Français finalement. Et ça m'a chagriné, pour le reste de la soirée en fait. Et même le lendemain, je me suis réveillé avec, j'avais la mort quoi. Et ça m'a fait penser que où que j'aille sur Terre, ou même dans l'univers, tant que la situation en France sera pas réglée, bah, ça sera toujours un point au cœur. C'est pour ça que quant à l'expatriation, faut jamais oublier que quand on est nationaliste, qu'on soit en France ou pas en France, eh bien la France vit en nous et on n'arrive pas à oublier ce qui se trame en fait. Donc ça m'a vraiment fait penser à ça quand j'ai vu quand il y a eu ce passage de film. On arrive presque à la fin. Elle est vraiment excédée par le fait que l'autre ait voulu lui voler son écureuil, qui a une importance démesurée sur le plan émotionnel pour elle. Et donc elle le quitte. Avec d'ailleurs l'accord du reste de la famille, hein. C'est-à-dire que même si Véronica n'est que la fiancée alors que le pianiste est de la famille, eh bien le père de Boris le répudie en quelque sorte parce qu'il apprend dans une scène ultérieure que en plus ce ne sont pas ses talents de pianiste qui l'ont protégé de la guerre et de l'engagement, enfin de l'appel de la patrie, c'est que c'est le pianiste lui-même qui avait soudoyé quelqu'un pour être dispensé d'aller à la guerre. Donc là, tout à coup, il compare avec son propre fils. Il dit mais attends, mais Boris s'est engagé alors que peut-être qu'il aurait pu s'en sortir. Alors que l'autre con là, le cousin pianiste, pour mener sa vie de bohème et d'artiste, et ben en fait, il a fait une dispense en mon nom. Enfin, il a fait une magouille pour ne pas aller sur le front. Donc vous voyez, ça marque une rupture assez définitive. Et dans la scène suivante, on revoit j'ai mis du temps à le reconnaître, hein. Vous savez, parfois dans les films, des personnages ont des têtes qui se ressemblent. Et on retrouve le petit gars qui jouait de l'harmonica sur le front et qui a vu Boris se faire tuer. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais pour ajouter un peu au drame, c'est que Boris est mort alors qu'il essayait de sauver ce gars-là qui avait été blessé, donc il le portait sur son épaule et tout à coup il s'est fait flinguer. Donc voilà, c'est un peu l'injustice complète de la guerre. Et donc, sans savoir à qui il s'adresse, il débarque dans ce coin-là et le joueur d'harmonica tombe sur Véronica et lui dit tiens, ça rime, c'est marrant, et il lui dit bon bah vous connaîtriez pas le père d'un certain Boris, parce que j'ai quelque chose à lui annoncer. Donc là elle est très attentive et puis tout à coup il lui dit bah voilà, je voudrais lui annoncer que son fils est mort. Donc c'est enfin la délivrance. Finalement la tristesse à ce moment-là semble un peu mesurée du côté de l'héroïne, parce qu'elle s'est sans doute déjà préparée à l'idée, mais bon, ça marque vraiment une espèce de soulagement, enfin pour le spectateur, on dit putain, enfin elle est au courant, elle va pouvoir passer à autre chose. Et il l'annonce également au reste de la famille, qui accepte ça avec dignité et silence, hein. C'est vraiment ce côté très... Les Russes ont ce côté un peu japonais blanc, c'est vraiment une mentalité nordique, c'est-à-dire que on accepte les malheurs en intériorisant sa douleur, en fait. Ça a quelque chose d'assez beau. Et en fait, dans la scène suivante, où donc là il y a une ellipse, on se retrouve à la fin de la guerre, on comprend que Véronica n'accepte pas. Alors ça, c'est toujours des choses qui me paraissent
ça m'émeut vachement ce genre de choses, mais les gens qui n'acceptent pas la réalité d'une mort, vous voyez. Donc le reste de la famille, son père, sa grand-mère, etc., l'a accepté, mais Véronica a toujours l'espoir. Elle se dit, mais finalement, tu me dis qu'il est mort, mais tu en es sûr à quel degré? Parce que tu étais toi-même blessé. Donc là, elle parle aux joueurs d'harmonica. Là. Il y a une scène comme ça où ils sont près d'un fleuve, et lui dit, non, non, mais n'espère pas qu'à la sortie du train, tu vas voir ton Boris, je te dis qu'il est mort. Et elle a dit, non, moi je vais quand même y aller, je sens qu'il est vivant, je le sens au fond de moi. Donc, alors que nous, on l'a vu dans la scène se faire tuer, on sait très bien qu'il est mort. On a vu son regard, le regard caractéristique des cadavres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous avez déjà rendu visite à quelqu'un de mort. Vous voyez, on sent vraiment l'absence d'âme. L'âme n'est plus là, il n'y a plus que le corps, et c'est une sensation, c'est très très différent du sommeil, et c'est vraiment très perturbant. Donc, elle court à la gare dans une scène un peu miroir. Au début, on a vu les gens partir, là on les voit revenir. Alors là, vraiment, cette scène, franchement, je vous le dis, peut-être avec la scène de fin du film Jeux interdits, c'est une des scènes de fin, et peut-être Les Lumières de la ville de Chaplin aussi, c'est une des scènes de fin les plus tristes et saisissantes que j'ai pu voir. Toutes les femmes, tous les pères d'enfants qui étaient partis au combat, tous les vieillards qui attendent que leurs petits-enfants se ramènent de la guerre et du front, sont là avec des bouquets de fleurs. Et en fait, il y a la tristesse de la scène vient du fait que on sait très bien qu'elle va pas le retrouver dans cette foule-là, mais elle le cherche quand même, un peu par désespoir. Et en fait, il y a un décalage entre la tristesse qu'on sent et la tristesse qui monte en elle à mesure qu'elle comprend qu'il ne reviendra pas, et la joie de tous les autres. Vous voyez, parce que les gens sont contents de retrouver de manière individuelle, même si un tel a perdu quelqu'un. Vous, si votre amant ou votre fils a survécu, vous êtes fou de joie et vous en foutez que les autres soient tristes. Vous voyez, donc on sent un peu cette solitude dans le personnage, c'est assez touchant. Et donc, il y a ce moment où elle a un bouquet de fleurs, elle se dit mais il est où Boris, je sens qu'il est vivant, il y a encore un espoir, etc. Et puis elle voit un type qui s'appelle Stéphane, qui était un ami de Boris, et donc elle a un éclat de joie parce qu'elle se dit je vais lui demander à lui et il va me dire où est Boris, il doit être blessé, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Donc elle fonce vers Stéphane, et lui donc a une mine déconfite, il n'a même pas besoin de lui dire en fait, il lui dit, il sort de son manteau une petite photo de Véronica que Boris portait toujours sur lui, et le fait que ce soit Stéphane qui ait cette photo, son ami, eh bien ça voulait dire qu'en fait Boris n'était plus là, parce que il avait cédé cette photo, et elle réalise en fait en voyant son ami que son espoir était complètement illusoire, et elle fond en larmes. Donc là c'est très très fort ce moment-là. Et donc si le film s'arrêtait là, ce serait déjà très beau. Bon, ce serait un mélodrame qui finit de manière très triste. Mais ce serait déjà un très très beau film. Mais pour moi, alors là, on grimpe dans une autre dimension quand, alors qu'elle est triste et qu'elle va pour rentrer chez elle comme ça en pleurant dans le bouquet de fleurs qu'elle avait ramené pour son beau Boris qui est mort. Eh bien, il y a un discours. C'est-à-dire que Stéphane fait un discours à toute la foule, et ce discours tout à coup la revigore. Donc c'est un discours patriotique, mais qui ne semble pas tomber de nulle part. C'est vraiment sincère. Et donc Stéphane dit à tout le monde, je me réjouis qu'on ait gagné la guerre, mais il faut penser à toutes ces personnes qui ont vu leurs proches, qui ne reverront plus jamais leurs proches, et il faut œuvrer, évidemment. Bon, c'est des beaux discours, on sait, la guerre, il y a toujours des guerres, mais enfin il dit j'espère qu'il n'y aura plus jamais de guerre, et en cette fin de conflit il faut se rappeler que la vie est belle, et qu'il faut être tourné vers l'avenir, vers les enfants, vers le beau, etc. Donc ce discours patriotique qui exalte la victoire des Russes, ça redonne un peu du baume au cœur à Véronica, qui tout à coup se met ses larmes sèches, et en fait le bouquet qu'elle avait amené pour Boris, chaque fleur de ce bouquet elle le donne à un couple qui a eu la joie de se voir réunis. Donc finalement elle arrive à mettre de côté sa tristesse individuelle pour saluer la victoire quand même, la victoire à la fois de la patrie et la victoire de la vie. C'est-à-dire qu'il y a eu des morts, mais malgré tout la vie a triomphé, il y a encore des Russes, il y a encore un avenir, et c'est vraiment très clair, parce qu'on voit même le film se termine quasiment sur le plan d'un bébé
qui est levé vers le ciel par un homme qui le retrouve, qui est très content de retrouver son enfant, et vraiment ce plan sur ce bébé, on dirait presque un plan de propagande des films de Leni Riefenstahl, des films nazis, ou bien des films de propagande soviétique eux-mêmes. Mais dans le cadre de ce film de fiction, c'est beaucoup plus touchant, vous voyez. Donc le film termine sur cette note positive, c'est-à-dire que malgré tout, malgré ces millions et millions de morts, eh bien la vie continue, et il faut rester tourné vers la vie et la continuation de la vie. Et bien sûr, donc après il y a un petit rappel au titre. Le titre, c'est Quand passent les cigognes. Je crois qu'en russe, la traduction littérale du russe, c'est simplement les cigognes passent. Et on voit justement un vol de cigognes en V, un peu V comme victoire, qui passe dans le ciel. Et Véronica voit ça avec les quelques fleurs qui lui restent. Le père de Boris est venu également la réconforter. Et tout à coup, un sourire se dessine sur son visage, l'air de dire d'accord, ma vie a été foutue, a été plombée, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mon amoureux, mais la Russie a gagné. Alors je dirais qu'en conclusion, vraiment, au-delà du fait que c'est un grand film de cinéma, il y a vraiment des belles scènes, c'est extrêmement bien filmé. L'actrice qui joue Véronica est rayonnante. Je ne crois pas l'avoir vue dans... J'ai vu pas mal de films russes, mais je ne me souviens d'elle que dans ce film. Elle est toute en retenue, elle est extrêmement belle, c'est la beauté slave pure. Et donc le film a une réussite en termes techniques, mais c'est surtout, je dirais, en termes de contenu, quoi. C'est-à-dire que c'est rare de voir un film d'amour et de guerre aussi touchant. Enfin, moi, j'ai pas vraiment d'équivalent. C'est un des films, je pense que ça doit être dans les 10 films les plus émouvants que j'ai jamais vu, quoi. Et surtout, je dirais que c'est un exemple de film nationaliste. Alors c'est peut-être pas aussi barbare dans le nationalisme que les films d'Eisenstein. Si vous ne connaissez pas, c'est un cinéaste russe, propagandiste de l'URSS et du bolchevisme à fond. Donc là, bon, c'est des films d'école, hein, c'est des films très bien réalisés, mais qui sont un peu froids. Et là, je dirais, c'est un film certes nationaliste, mais qui ne donne pas cette impression de subjectivité et de partialité totale. Vous voyez, par exemple, c'est pas un film anti-nazi du tout. À aucun moment on entend dire c'est sale boche, c'est sale nazi, etc. Non, ça montre simplement la souffrance qui est causée par une guerre, quelle que soit cette guerre d'ailleurs. Donc pour moi, c'est un exemple de film nationaliste réussi, c'est-à-dire qui exalte l'amour de la patrie, qui surpasse toutes les tristesses et toutes les tragédies individuelles. Donc au-delà du fait que c'est un bon film de cinéma, c'est également un bon film de droite populaire et nationaliste, osons le mot. Par ailleurs, je dirais que l'intérêt du film est que on a des a priori sur tous les pays et tous les peuples du monde. Souvent, il y a une grande part de vérité dans les a priori et les stéréotypes qu'on peut avoir sur telle ou telle personne. Mais ce qui dépareille un peu dans ce film, c'est qu'on s'aperçoit que on a toujours tendance à penser que les Russes sont des êtres assez froids, assez distants, etc. Effectivement, il y a de ça, mais on voit aussi beaucoup d'émotions. On voit que il y a de la légèreté, il y a de l'insouciance, il y a de l'humour dans le film, et ça peut paraître con, mais voilà, ça change vraiment de l'idée du Russe qu'on a, qui nous a été véhiculée par tous ces films américains. Voilà, c'est le symbole du Russe. Pour moi, c'est à travers le cinéma hollywoodien en général, c'est le Russe Rocky IV, la machine destructrice qui veut envahir les États-Unis. Donc là, on a un autre son de cloche. On voit en fait que Moscou avant-guerre donne l'impression qu'il y avait une sorte de joie de vivre, une douceur de vivre, on pourrait dire. Bon, il faut quand même considérer que ce film a été réalisé à une époque qui était post-stalinienne, une époque où on commençait à se détendre un tout petit peu en Russie aussi, donc il y avait un peu cette atmosphère années 60 qui a été transposée dans un film qui se passe dans les années 40. Mais enfin, quand même, ce qui est beau, si vous n'avez jamais vu un film russe de votre vie, surtout de cette époque-là, c'est qu'on voit la proximité en fait comportementale entre les Russes et les Français. Vous voyez, on a l'impression que c'est des gens très différents, et en fait on se rend compte que ce sont des frères, en fait, ce sont des frères culturels. C'est vraiment cette histoire d'amour aurait très bien pu naître en Italie, en France ou en Allemagne.
vous n'allez pas vous sentir du tout dépaysé, mais je dis ça dans le bon sens du terme. On se rend compte à quel point c'est le même peuple, et finalement c'est une guerre fratricide. C'est ça qui, moi quand je vois le film, ça me saisit au cœur. Je réalise à quel point finalement ce sont des blancs, ce sont des Européens qui ont tapé contre d'autres Européens, et c'est tragique parce que on est globalement pareil. Voilà, c'est ça, on le ressent vraiment. C'est-à-dire on a la même façon, le même rapport à nos aïeuls, à la famille, à l'émotion, et cette même délicatesse, enfin c'est cette même culture. Et voir ce genre de film, au-delà du plaisir cinéphilique pur qu'on peut ressentir, parce que je le répète, c'est de la grande qualité, c'est du grand art, eh bien ça nous rappelle que on est nationaliste pour sauver cette culture européenne et pour sauver la mémoire de ce genre de film comme Quand passent les cigognes de Monsieur Kalatozov. Donc voilà, j'espère que l'exercice d'un ciné-melon solitaire avec Daniel Conversano vous a pas déplu. Je pense que j'ai été un peu trop descriptif. J'ai voulu être tellement détaillé dans tout ce que je racontais que j'ai peut-être fait de la paraphrase. C'est-à-dire, j'ai décrit le film. Alors si vous l'avez vu, ça n'avait peut-être pas forcément d'intérêt. Mais écoutez, c'était un premier pas, un premier exercice en la matière. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je vous conseille fortement ce film de 1957, Quand passent les cigognes. On le trouve assez facilement en streaming, en téléchargement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Salut les gars.